Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de WebTalks consacré aux conséquences du Covid-19 dans le secteur de l'infrastructure et le quotidien des professionnels de ce secteur. Aujourd'hui, nous rencontrerons Christophe Soisson, fondateur de Valeur Ajoutée, une société de conseil spécialisée dans l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage et le pilotage de projets bâtimentaires complexes et avec une longue expérience des infrastructures, puisque vous avez dirigé les contrats publics-privés chez Bouygues pendant plus de 10 ans. Bonjour Christophe, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Christelle. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous avez plus de 30 ans d'expérience dans le secteur de la construction, de la maîtrise d'ouvrage, de la conduite de projets complexes, dont plusieurs dizaines en contrat public-privé. Ancien directeur général des projets globaux publics-privés de Bouygues Bâtiment, vous étiez le chef de file de certains projets majeurs, notamment Ballard, le Pentagone français, la scène musicale, le Palais de justice de Paris. Vous dirigez actuellement le Master Management de projet d'éco-construction au CNAM. Et vous avez été assez actif sur les réseaux sociaux récemment avec plusieurs publications d'articles. Avant toute chose, comment allez-vous aujourd'hui et comment vivez-vous cette période de confinement ? Eh bien, écoutez Christelle, plutôt pas mal. D'abord, j'ai aucune personne proche qui soit affectée, donc ça c'est évidemment très important. À partir de là, j'habite dans un petit appartement, enfin un appartement parisien. Je suis pas parti en province, mais c'est un appartement qui a une grande terrasse dans une toute petite copropriété avec beaucoup d'arbres autour. Donc, j'irais presque jusqu'à dire que c'est un moment agréable, en fait. La ville est très calme, on ressent la nature un peu partout. C'est le printemps. Voilà, donc tout ça, en fait, prend une présence presque renforcée. Et par ailleurs, mon activité se poursuit, mon activité professionnelle. Donc, comme vous l'avez dit, c'est plutôt des prestations de services que je fais maintenant pour des clients. Combien de temps ça va durer, ça, on va voir. Mais je trouve aussi que c'est un moment où, en fait, on a un peu le temps de réfléchir. Euh, Peut-être parce qu'il fait très beau dehors et qu'on fait partie des gens qui peuvent vivre tout ça plutôt bien. Je trouve qu'il y a presque une forme un peu de redécouverte. On peut réfléchir à des choses avec un peu plus de recul. Y compris se confronter à des questions qui parfois nous échappent dans notre quotidien, avec une forme d'optimisme, peut-être un peu de remise en cause. Voilà, bon, on en parle juste après, je crois. Mais c'est plutôt rassurant. Merci pour ces nouvelles-là. Et pour revenir un peu dans notre cœur de sujet, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail par rapport à ce que j'ai dit moi, votre activité au Oui, sein de Valeur volontiers. Ajoutée ? Ok, au sein de valeur ajoutée, bien sûr. En fait, j'ai coutume de dire que j'ai 3 ou 4 axes de travail. D'abord, j'accompagne des clients dans leurs projets concrets. Ça, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Souvent en phase de concours et de conception, mais parfois jusqu'à la mise en service, et dans les infrastructures et dans l'immobilier, qui sont mes 2 métiers. D'accord. Par exemple, pour l'Olympique de Marseille, que j'ai accompagné pendant 2 ans, j'ai conduit pour eux leur projet de centre d'entraînement. Voilà, je les ai aussi aidés à renégocier leur position, leur rôle et leurs droits en fait dans le vélodrome de Marseille, il se trouve que c'était un PPP Bouygues. Donc c'était assez amusant. Et puis ben pour vous, Christelle, pour Meridiam, j'essaye en fait de vous soutenir, je dirais, dans vos missions sur les concours, en vous apportant ma vision, qui j'espère être globale, enfin autant que possible, et puis un peu d'autorité aussi, puisque j'ai la chance d'être, ou le malheur d'être un tout petit peu plus âgé que vous. Donc voilà, on peut pas trop parler de ces projets, mais c'est ça que je fais. J'aime bien les projets, j'aime les équipes projets, j'aime les gens qui se battent comme vous. Voilà, ça c'est ma première mission. J'en ai une deuxième qui est en fait tout un ensemble d'arbitrage, de conciliation, de médiation.
donc où j'interviens plutôt sur des cas où il y a des litiges, souvent des litiges publics-privés, entre parties publiques et parties privées. Je mets dans le même tas une autre activité qui est en fait la gestion des risques. C'est-à-dire que sur les grands projets que j'ai connus, il faut souvent un regard extérieur parce qu'il y a une perte de lucidité. Voilà, et donc ces missions d'aide à la gestion des risques, j'en fais plusieurs, notamment pour la CEMOP Gare du Nord. Ma troisième activité, c'est de diriger un master, en effet, au CNAM, qui est un master de management de projet, d'éco-construction et de la ville durable. Et puis la quatrième, qui n'est pas une activité rémunératrice, c'est que j'écris, quand j'ai un peu de temps, des bouquins. Donc j'ai écrit 2 bouquins, un sur la relation publique-privée, justement, et puis un autre qui s'appelle La décision fertile, qui est sur plutôt un bouquin de management, sur la manière dont certaines décisions portent leurs fruits ou pas dans des entreprises et quelles sont les conditions pour qu'elles rencontrent finalement ou génèrent ou rencontrent un dynamisme dans l'action. Voilà. C'est très intéressant. Vous avez effectivement une activité qui est assez complète et qui couvre beaucoup d'aspects. Donc autant certains qui peuvent être pas très impactés par cette situation actuelle, mais ce que je comprends aussi, vous êtes assez présent sur des projets actuels, des projets en cours de développement, des projets que ce soit en soutien de groupement ou des projets en cours de construction ou en cours d'obtention des autorisations. Comment aujourd'hui vous voyez l'impact de la pandémie, l'impact du Covid sur votre activité et ensuite plus largement sur le secteur du bâtiment, du BTP tout complet? Mon activité personnelle, d'abord, je suis prestataire, donc, et plutôt sur les phases amont des projets. Donc c'est vrai que si mon activité marque le pas, ça sera plutôt un signe précurseur du fléchissement de l'activité. C'est pas encore le cas, mais donc je sais pas vraiment faire de prévision pour l'avenir. Je peux vous faire part de discussions que j'ai eues avec des amis qui sont dans l'immobilier. Parce qu'on a coutume de considérer l'immobilier aussi comme un précurseur du BTP. Hein. On conçoit d'abord des projets, puis à un moment donné, ils deviennent des chantiers. Et là, on voit des choses qui bougent déjà. Hein. C'est-à-dire que mes amis promoteurs me disent que ça y est déjà, les investisseurs se retirent de l'immobilier tertiaire en blanc. Alors en blanc, c'est-à-dire sans locataire. Ça signifie que ces investisseurs anticipent une contraction des transactions locatives. Ils anticipent le fait que les entreprises vont attendre un peu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est grave. Hein. Les gens qui, comme moi, ont un peu d'ancienneté se souviennent quand la dernière grande crise en 90 ou 11, je ne sais plus, qui avait duré plusieurs années, hein, qui était très profonde en immobilier, ça avait commencé comme ça. Donc, disons en tout cas qu'il peut y avoir un certain attentisme, le temps de voir ce qui se passe, et que malheureusement l'attentisme est un facteur de crise. En immobilier de logement, c'est différent parce que c'est beaucoup moins spéculatif que l'immobilier tertiaire. Ça peut être rejoint par la crise si les gens anticipent, ou s'il y a un problème au niveau de l'emploi. C'est par les difficultés qui toucheraient l'emploi que le marché de l'immobilier de logement peut être atteint. Donc pour l'instant, personne ne sait si les prix vont se maintenir, si la demande va se maintenir, ou si on va assister à une baisse des prix. Il faudra surveiller ça de près parce que c'est vraiment un signe précurseur pour le BTP. Puis l'autre pied pour le BTP, c'est la commande publique, hein, évidemment. Donc là, un peu toutes les décisions publiques pour l'instant sont suspendues. On va se retrouver avec des élections municipales à rallonge, donc c'est pas très favorable. On va voir quel est le plan de relance. Je crois que ça va être très important. On avait déjà vécu en 2008 un plan de relance avec Patrick Devedjian, si vous vous souvenez, si vous étiez déjà là. J'étais À pas là l'époque, encore. vous étiez quelque part quand même, mais C'est vrai, peut-être pas aux affaires. pas en France. Enfin, à l'époque, c'était Devedjian, c'était Patrick Devedjian qui dirigeait ça, qui d'ailleurs est décédé du Covid, hein, qui était un homme que j'ai bien connu sur la scène musicale de l'île Seguin, quelqu'un de très remarquable. Et à l'époque, l'idée de l'État, c'était d'apporter en fait des coups de pouce budgétaires, pas forcément très grands, mais sur des projets auxquels il manquait un petit quelque chose pour sortir.
Et c'est comme ça qu'ils avaient rapidement déclenché des projets en instance. Donc ça suppose qu'il y ait des projets prêts à démarrer. Et je ne sais pas s'il y en a beaucoup, j'en sais rien en fait. Peut-être que ça, vous le savez mieux que moi. En tout cas, ça vaudrait le coup de les recenser, puisque la relance, c'est aussi déclencher des projets auxquels il manque pas grand-chose pour qu'ils sortent. Voilà. Après, vous m'aviez demandé de parler un peu sur le BTP. Je ne sais pas si vous voulez que je développe. C'est vrai qu'il y a une tension entre les objectifs sanitaires et les nécessités de production, mais je ne sais pas si vous souhaitez que je développe cet aspect-là. Ben, si, un petit peu plus sur les aspects chantier peut-être, sur comment aujourd'hui on mesure de sécurité. Et D'accord. j'aurais plus une autre question à vous poser peut-être aussi dans ce même thème-là, parce qu'aujourd'hui, vous dites que je suis cliente, mais vous êtes prestataire externe. Et je me positionne en me disant, bah, si je suis vraiment une cliente, une SPV aujourd'hui, qui vient vous voir, en Ouais. vous disant, on est en pleine pandémie, et cette pandémie-là, ils nous ont annoncé la fin du confinement pour le 11 mai. Et quels sont vos premiers réflexes? Qu'est-ce que vous décidez de me dire comme les premières mesures à prendre pour si j'ai un projet bâtimentaire, si Pour la SPV, pour la société de projet. oui. Euh, hmm. Bon, d'abord, je pense que c'est une sacrée question. Ce que j'ai envie de dire, si j'étais patron d'une SPV, ce que je suis plus quand même depuis un certain nombre d'années, donc je vais être prudent dans ma réponse, mais la première chose que je voudrais faire, c'est mouiller mon client public, dans cette situation, parce que en fait, je pense que toutes les décisions qu'on va prendre, il faut les traduire avec le client, et il faut, à mon avis, les traduire contractuellement, au fur et à mesure, dès le début. Je pense que la gestion contractuelle va être très importante. Je dis pas ça de manière agressive, je parle pas du tout d'une gestion contractuelle agressive. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis conciliateur et je vois quand même beaucoup de cas où la relation publique-privée marche pas du tout. Et donc, pourquoi? C'est souvent difficile, en fait. Je constate que c'est souvent difficile d'avoir une relation constructive. C'est-à-dire que les parties s'enferment dans des logiques qui leur sont leurs logiques respectives, mais elles sont plus à la recherche de l'intérêt du projet. C'est quand même des choses qui arrivent très souvent. Et elles tentent tellement les contrats qu'il n'a plus de sens, le contrat, chacun de leur côté. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que mon travail de conciliateur, c'est souvent de redonner du sens au contrat. Donc pour la SPV dans Et la vous, crise sanitaire, moi je pense que c'est un événement dont personne n'est fautif, mais qui a des conséquences opérationnelles majeures, et dont le traitement contractuel est sûrement pas clair. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un cas de force majeure. Juridiquement, dans la pureté, c'est probablement pas un cas de force majeure. Donc je crois qu'il faudrait surtout pas reporter cette discussion entre la SPV et son client à plus tard. Elle doit avoir lieu en même temps que les actions qu'on décide. Et ces actions, il faut qu'on les décide ensemble. Voilà. Donc il faut arriver à donner du sens au contrat, même dans cette situation imprévue. Et alors en fait, je pense qu'il y a des clients qui vont jouer le jeu et d'autres pas. Moi j'ai connu, alors c'est pas des crises sanitaires, j'ai connu des crises, des difficultés de réalisation sur des projets pour des causes extrêmement similaires, extérieures aux parties, et avec des réactions de la personne publique totalement différentes, totalement opposées, entre celui qui joue le jeu et celui qui joue pas le jeu. Ça, il faut le savoir très très vite. Donc, je pense que ça serait un premier point majeur. Je ne suis pas du tout sûr, pour ma part, que les choses soient remises en ordre au 11 mai. Hein. C'est-à-dire que je ne crois pas non plus qu'il faille voir cette crise comme une parenthèse qui va se fermer le 11 mai. Je pense que la reprise d'activité va être progressive et compliquée quand même. Vous parliez des entreprises de BTP. Vous savez que les entreprises de BTP, elles ont choisi d'arrêter les chantiers au début de la crise. Elles essayent de s'organiser pour les reprendre. Je pense que c'est très difficile, qu'il y aura forcément beaucoup de pertes de productivité, que ça générera des discussions financières ultérieures, et qu'en tout cas, ça va générer des retards multiples et variés, très certainement, et qu'on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Ceci dit, c'est pas forcément retranscrit dans les contrats. Voilà, donc cette situation dont je parle en disant qu'il faut la gérer avec son client quand on est une SPV, en essayant de donner du sens au contrat, à mon avis, elle va quand même s'étendre. Ses conséquences vont s'étendre. Vous voyez? Voilà. Je pense qu'il faudra appliquer vous la même faites le logique lien avec les sous-traitants. naturellement. Vous faites le Non, lien mais oui, naturellement avec voilà. ma question suivante. C'est
Oui, merci pour cette réponse-là et je vois très bien l'impact aujourd'hui, court terme, concrètement, comment on peut agir en étant au sein de cette société de projet et comment bâtir la relation avec le client pour pouvoir trouver une solution avec la personne publique et conjointe en activant des forces majeures si on peut ou non. Mais ceci ne veut pas dire qu'on n'aura pas des impacts long terme. Et qu'en pensez-vous alors des impacts long terme sur le secteur de l'infrastructure en général, encore plus sur les besoins de financement de ce secteur-là sur le long terme? Comment ça va évoluer? Alors, cette question-là, donc, que je sais que vous aviez prévu de me poser, je pense qu'elle n'est pas vraiment, c'est pas la même question enfin, je l'ai pas prise en tout cas comme la même question que celle qui concerne une ESPV aujourd'hui, qui a un projet en cours et qui doit piloter son projet et son contrat du mieux possible. Ça, c'est une première, ça c'est une question. Et après, j'ai l'impression que là, on ouvre, si j'ai bien compris, sur l'autre question qui est de dire est-ce que cette crise, plus généralement, plus fondamentalement, est-ce qu'elle est ponctuelle? Est-ce qu'on revient à l'état d'avant quand elle se termine? Ou est-ce qu'il y a des effets plus structurels qui interrogeraient, disons plus profondément, la question des infrastructures, le monde des infrastructures, les financements de projets, etc. C'est ça? Effectivement, effectivement, c'est bien D'accord. ça. Ok. Alors sur cette question beaucoup plus vaste, là on rentre, disons, dans un peu de prédictologie. Donc j'ai essayé de me prêter au jeu, mais forcément, voilà, ce sont des opinions, ce sont des interrogations. Moi, Je il y a une chose respecte. déjà qui me frappe, c'est que euh, cette crise du Covid, est-ce qu'elle est ponctuelle? Moi, il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est que ça n'a rien à voir avec les infrastructures, mais on fait comme si c'était un accident naturel. Il y a des virus qui franchissent la barrière des espèces, c'est pas bien. Mais personnellement, je pense pas tout à fait que ce soit le fruit du hasard. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans un monde où la biodiversité s'effondre, où par conséquent le réservoir naturel pour notamment les virus disparaît, et qu'en même temps l'humanité prolifère. Et donc, si on est darwinien, on croit à la sélection naturelle. Et donc, les mutations qui sont, on n'est pas dans le financement de projet là, mais les mutations qui sont sélectionnées par la sélection qui permettent au virus d'aller envahir euh, de nouveaux terrains. Et donc, sur ce raisonnement-là, qu'on n'entend pas beaucoup dire, que moi j'ai pas encore lu, je suppose que c'est récurrent. Bon, et c'est assez marrant parce que en fait, je pense par conséquent que c'est un exemple d'un cas où on veut voir une sorte de fatalité naturelle à quelque chose qui est en fait une conséquence probable de l'action humaine. Bon, voilà. Je dis ça, je ferme la parenthèse, mais C'est malgré tout, intéressant comme... je suis pas sûr que ce soit une crise ponctuelle. Et puis plus généralement, j'ai le sentiment qu'on est dans un temps où les facteurs de crise s'accumulent. C'est-à-dire que, euh, comment dire, on est tendanciellement, à mon avis, dans un système qui va peut-être pas être en crise permanente, mais où les crises vont se succéder, et pas que les crises sanitaires. C'est-à-dire qu'on a une explosion de la dette de tous les acteurs, que ce soit les États, les entreprises, les particuliers, qui est vraiment considérable. Je ne sais pas de quoi c'est symptomatique, mais c'est un facteur de déséquilibre. On a une inégalité de la répartition des richesses jamais atteinte. On a un dérèglement climatique. On a des tendances de régimes liberticides ou totalitaires qui se combinent, bon, je pense à la Chine évidemment, qui se combinent avec des nouvelles méthodes technologiques. D'ailleurs, au passage, le problème en Chine, c'est pas tellement le droit à la liberté individuelle, ça c'est plus ou moins critiqué. Enfin, moi je pense qu'il y a quelque chose de plus grave, c'est le droit à la vérité. Le droit à la vérité, et je pense qu'il y a un vrai sujet autour du droit demain des citoyens à avoir une information de qualité.
Voilà, et donc on est un peu dans... Tous ces sujets se traduisent évidemment en termes politiques, il y a des tensions politiques. Donc je tendrais à élargir la question en disant qu'on est dans une succession de crises. Ça m'étonnerait que celle-ci se referme et que tout reparte comme avant. Voilà. Bon, Vous alors voyez quand on est... l'impact du long terme avec beaucoup plus de crises qui vont venir s'annoncer et qui sont un peu dues à l'effet de l'être humain, si je comprends bien, à comment nous on agit sur la. Vous les rejoignez donc du coup pour moi deux questions en même temps, l'impact, que ce soit l'impact de cette crise sur l'infra au terme large ou sur le long terme, autant avec peut-être la question de la transition écologique, comment nous on est un Oui, peu, on agit. oui. C'est-à-dire, je pense que les infrastructures, justement, ce que je dis n'est pas sans lien avec, c'est même très lié à la question des infrastructures, parce que, bon, d'abord, vous appelez infravenir, donc c'est l'avenir des infrastructures, c'est des jeunes professionnels, si j'ai bien compris, donc, le futur vous importe. Et l'infrastructure, par définition, c'est un investissement pour le long terme. Si on considère que c'est l'investissement qui sert la collectivité, c'est vraiment un endroit où il y a une perspective très long terme. Je vous parlais tout à l'heure de l'immobilier, j'en ai fait beaucoup. Dans l'immobilier, on a des perspectives très court terme. Enfin, en tout cas, les acteurs qui portent les projets, qui sont les promoteurs, ont des perspectives très court terme, parce que ce sont des acteurs qui cèdent leurs immeubles dès qu'ils sont réalisés. Donc ceux qui produisent ne sont pas du tout, disons, incités à des réflexions long terme. Bon. Alors que dans le domaine des infrastructures, dans la mesure où les acteurs financiers sont là pour porter des actifs plutôt sur le long terme, ils sont dans des perspectives qui sont précises, temporelles, qui sont précisément celles dans lesquelles, s'il y a des risques systémiques, ils vont se manifester dans la durée, dans leur perspective temporelle. Voilà. Et pour moi, effectivement, il y a deux enjeux qui touchent très fortement le monde des transitions écologiques. Et c'est la pérennité du modèle économique. Et ces deux enjeux sont totalement liés. Alors, en fait, je crois que dans l'action qu'on connaît, tout dépend de la conviction qu'on a du temps, enfin, qu'on a la conviction que le temps nous est compté ou pas. C'est le temps qu'on se donne. Hein, voilà. Il y a pour tous les professionnels des infrastructures, il y a une mise en tension en fait entre le court terme et le long terme. Moi, j'ai 55 ans. Hein. Je suis sorti de l'école de l'ESSEC en 1988, je crois. À l'époque, on a été formé absolument pas avec la moindre inquiétude sur la perspective d'une croissance perpétuelle. Alors, après, on a vu apparaître des risques, mais c'est pas comme ça qu'on a été formé. Euh, et jusqu'à présent, quand même, les perspectives qui pourraient entraver la croissance on en parle beaucoup, mais enfin, il n'y a pas encore vraiment de remise en cause très forte dans notre action quotidienne. Et donc, les professionnels de l'infrastructure que vous êtes, je pense que c'est différent, parce que vous êtes plus jeune et parce que dans l'infrastructure, vous êtes dans un temps long dans lequel ces risques que j'ai évoqués tout à l'heure, de transition écologique et de questionnement de la pérennité du modèle économique de nos sociétés, se manifestent ou peuvent se manifester, tout en étant dans le court terme, puisqu'il faut quand même gagner des concours, choisir des projets ou faire émerger des projets, les financer, les concevoir, etc. Voilà. Ça, c'est un peu, enfin, c'est une généralité, mais elle me semble très importante. C'est-à-dire, je pense que les professionnels de l'infrastructure et les jeunes en particulier doivent vraiment se poser ces questions-là. Voilà. Et donc, ça veut dire que quand on envisage un projet d'infrastructure, il faut, et d'ailleurs plus généralement, hein, tout projet, il faut essayer de penser ce qu'on dit penser systémique, c'est-à-dire penser aux avantages et aux inconvénients. Euh, L'exemple classique qu'on donne, c'est la voiture électrique. Bon, c'est un exemple qui est bien sûr très, très classique. Aujourd'hui, tout le monde est quand même à peu près conscient que, enfin pas tout le monde, mais enfin, que, que la voiture électrique, c'est intéressant seulement si on la remplit avec une énergie décarbonée. Si c'est pour produire de l'énergie électrique avec des centrales à charbon, comme aux États-Unis, on sait que le bilan écologique de la voiture électrique y est plus mauvais que le moteur à explosion. Bon, mais enfin, ça reste toujours une voiture de 2 tonnes qui déplace une personne de 75 kilos, dont 1 tonne de batterie. Je sais pas, ça vous choque Mm. pas? Ah si. C'est délirant. C'est délirant. C'est absurde.
Donc en fait, ça c'est un exemple qui veut dire que c'est la mobilité qu'il faut penser. C'est la fonction, c'est pas le véhicule. Je suis toujours dans cette idée des infrastructures. Voilà, dans nos pays, en tout cas, moi je crois qu'il faut beaucoup plus optimiser les déplacements sur les infrastructures existantes qu'augmenter des infrastructures à l'ancienne. Je me pose beaucoup de questions, franchement, sur le métro du Grand Paris, par exemple. Parce que si l'effet de ces crises, c'est que demain, on se déplace beaucoup moins et qu'on vit dans un environnement beaucoup plus local et qu'on est beaucoup plus en télétravail, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces tunnels? Et en réalité, si le projet était lancé maintenant, je pense que ça serait une bonne idée de se poser la question de ce qu'on fera de ces tunnels dans 20 ans. En fait, la bonne question, c'est la résilience. Hein. Est-ce que c'est un modèle résilient, le métro du Grand Paris? Est-ce que la voiture électrique, c'est un modèle résilient? Quand on fait un investissement, je pense que vous en faites, je suppose, en Asie du Sud-Est, est-ce que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est résilient? Ou est-ce qu'il augmente la résilience de cette zone dont on sait qu'elle est menacée parce que c'est la zone où il y aura la plus forte augmentation des températures de la planète. Voilà. Donc, je crois beaucoup plus personnellement à l'optimisation des fonctionnements plutôt qu'à la création d'infrastructures physiques. C'est toute la démarche de la Smart City. C'est des investissements aussi, hein, mais c'est voilà, vous savez, la vie en collectivité sont des flux, sont des fonctions. Voilà. Donc il faudrait, par exemple, dans la ville, qui est un domaine de réflexion pour moi, il faudrait arriver à décrire la ville par ses fonctions, pas par ses objets, pour voir quelles sont justement les interactions. J'aurais bien Bon, aimé ça poser cette c'est... question. J'aurais bien aimé poser cette question hier à Monsieur Dallard, avec qui on avait eu une conférence sur la Société du Grand Ouais, Paris, et, et qu'est-ce qu'il aurait pensé de ce sujet-là. Mais en vous écoutant, Christophe, même si ça change un petit peu le fil des questions que j'avais en tête, vous mettez beaucoup de paris un peu sur le comportement des personnes, sur le comportement d'une nouvelle génération, peut-être qui pensera à l'avenir d'une façon ou de l'autre. Et du coup, est-ce que vous pensez que un après-confinement va exister? Est-ce que nos comportements, nos modes de vie va évoluer? Est-ce qu'on sera capable à moins polluer, moins consommer moins, être plus responsable peut-être et penser au futur et au long terme? je pense que la question, c'est pas vraiment la question de l'après-confinement. Disons que ça peut participer à un mouvement général. Ça crée, ça peut accélérer des prises de conscience. On en voit, enfin, je veux dire, quand on écoute la télé, on voit beaucoup ressurgir le thème de la relocalisation des activités industrielles, d'un certain nombre d'activités industrielles dont on se dit qu'il est stratégique de les relocaliser pour être moins dépendants. Bon, on a vu ça sur la production des médicaments, mais ça peut aller sur beaucoup de choses en fait, dont on considérait tout à coup qu'il est stratégique de les relocaliser. C'est assez intéressant parce que si réellement c'est stratégique de les relocaliser, c'est des investissements privés, mais c'est à se demander s'ils n'ont pas une dimension politique, une dimension presque d'infrastructure. Est-ce qu'il faudrait des outils législatifs? Est-ce qu'il faudrait des outils pour faciliter financièrement leur relocalisation? Parce que ça va pas être facile. C'est bien beau de dire on regrette que l'électronique, les médicaments et tant d'autres choses soient fabriqués ailleurs, alors que il serait nécessaire que ça soit fabriqué chez nous pour des raisons d'indépendance ou de résistance à des crises futures ou d'indépendance politique. Mais c'est certainement, voilà, ça c'est typiquement une prise de conscience. Seulement, comment le faire? Parce que les investissements productifs qui ont été faits là-bas, s'il faut mettre une croix dessus pour les relocaliser, ça veut dire les reconstruire ici, c'est probablement beaucoup d'argent. Et en plus, s'ils sont là-bas, c'est que c'est des endroits où on les amortissait plus rapidement, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on avait probablement un coût du travail beaucoup plus faible. Et puis, enfin, la Chine, usine du monde, c'est aussi des économies d'échelle. Si chaque pays se remet à avoir des industries locales, on n'a plus du tout, vraisemblablement, je suppose,
les mêmes économies d'échelle. Donc, ça nécessite une manière de rendre ça économiquement possible. Donc, c'est pour ça que je me demande même si ça devient pas, si ça va pas rentrer dans une définition élargie des infrastructures, avec du coup des mécanismes réglementaires et financiers à imaginer. Après, pour nos comportements à nous, ce que ça pourrait faire, enfin ce que ça fait déjà, c'est qu'on découvre tous que les solutions de visioconférence et de télétravail sont super au point. Je trouve que ça marche vachement bien. Et on découvre par contre-coup, enfin ce qu'on savait peut-être déjà, mais que on fait beaucoup de déplacements inutiles. C'est pas bon pour le bilan carbone, mais c'est pas bon non plus pour le temps de travail et pour le temps libre. Qu'on a même des réunions, je trouve, en visioconférence qui sont presque plus efficaces que celles que l'on a physiquement, parce que je ne sais pas si vous avez constaté, mais très souvent dans les réunions physiques, surtout entre hommes peut-être, il y a une forme de compétition ou de confrontation qui s'organise. Ça commence comme ça, puis après, les rôles sont posés, on peut travailler. Vous avez remarqué. Bon, dans ces réunions-là, je trouve qu'en fait, comme on peut pas se couper la parole, c'est tout de suite impossible, on est beaucoup plus respectueux et j'ai trouvé plus efficace. Donc en fait, alors il y a des gens qui vont être mal à l'aise avec ça. Je pense une grande entreprise dans laquelle j'ai travaillé, que vous avez cité tout à l'heure, il y a une vision du manager qui est d'avoir les gens sous la main, d'exercer son autorité en allant dans le bureau et en les voyant. Manager demain des gens qui sont plus là, c'est certainement pas facile pour ces grandes entreprises. Mais pour les petites entreprises, je pense que ça va être très facile. Donc en fait, je pense qu'effectivement, une conséquence sur nos comportements, ça peut tout à fait être, ça devrait être, l'accélération du télétravail, de la médiatisation de la relation professionnelle. On n'a pas obligé d'être au même endroit. Ce qui pourra tout à fait aller de pair avec, par contre, beaucoup de relations, mais sur une sphère géographique, je veux dire physique, présentielle, sur une sphère géographique plus réduite. Je suis professeur au CNAM en train de passer tous nos cours en ligne. Au CNAM. Le CNAM a décidé de maintenir tous ses cours, son activité de formation, seulement c'est plus dans les salles de classe. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc ça, je pense que ça peut vraiment changer, et je pense pas que ce soit un mal. C'est plutôt positif ce que vous dites. Au moins, on se rend compte dans ce temps de confinement qu'on sait très bien s'adapter, en même temps continuer à être productif, à travailler à Oui. distance, et on peut sur le long terme vraiment optimiser notre façon de vivre et Oui. tirer un côté un peu positif, un retour d'expérience positif de cette période-là. Mais oui, alors il faudra peut-être créer des logements un peu différents. Où on puisse travailler. Ouais. Il y a un programme qui est en développement aujourd'hui, qui est marrant à Paris, qui s'appelle Soho, où en fait, ce sont des espaces de logement combinés avec des espaces de travail. C'est plutôt fait pour les artisans. Mais ça nécessite des baux différents, parce que est-ce que c'est un bail de logement qui a une annexe professionnelle ou est-ce que c'est un bail professionnel qui a une annexe logement? Donc bon, peut-être que ça fait des produits, y compris, vous voyez, concrètement là où on habite, différents. Moi, je pense que ça c'est intéressant, positif et qu'on peut vivre mieux. C'est très très intéressant. Merci beaucoup Christophe pour cet entretien-là qui était vraiment passionnant. Nous étions vraiment ravis que vous puissiez partager avec nous vos retours d'expérience, mais pas que, plus votre analyse, vos réflexions sur ce sujet-là, qui au début était un petit peu pessimiste en me disant bah ça va être des crises de plus en plus qui vont s'enchaîner sur le long terme. Et ensuite, avec une vision qui est plutôt optimiste à la fin, qui nous disent qu'on peut s'adapter, on peut tirer une leçon qui est plutôt positive de cette crise-là, et que la génération de demain, nous jeunes, on peut quand même se situer, on peut quand même faire un effort pour changer notre mode de comportement et de s'adapter à cette situation-là. Et je pense que l'ensemble de nos adhérents seront très très contents de pouvoir écouter votre entretien. Bah, écoutez Christelle, je suis ravi si je suis ravi si vous terminez sur une note plus positive parce que j'étais vraiment pas dans l'idée d'avoir une note négative au début. Je pense que c'est une question de réalisme.
Je pense que c'est une question de réalisme. C'est-à-dire que dans les solutions que quand même on apporte à la situation que l'on rencontre, il faut du réalisme, sinon elles vont tomber à côté. C'est l'objet, c'est des choses que j'ai écrites justement, vous parliez des articles que j'ai passés récemment sur les fameux plans de relance que l'on envisage. Je pense que les plans de relance, il faut absolument qu'on les oriente, il faut les faire en déficit public puisqu'on ne peut pas faire autrement, mais il faut aussi être conscient des risques que ça porte et par conséquent, il faut les orienter sur des investissements d'avenir. Donc il faut faire une part. Bien sûr que il faut relancer la machine, on n'a pas tellement de choix. Il faut relancer là où il y a des emplois aujourd'hui, pas à côté. Mais il faut aussi faire une part pour des investissements d'avenir. Ce sont des sommes d'argent très conséquentes. Il faut qu'elles soient pérennes. Enfin, il faut que sinon on aurait de solutions qui seraient des fausses solutions. C'est-à-dire qu'on dépenserait beaucoup d'argent pour des choses qui, de toute façon, ne peuvent pas durer. Moi, j'ai la conviction que la transition écologique environnementale est absolument impérative. Absolument impérative. Et que si on ne la fait pas, la réalité va s'imposer à nous très très vite. Voilà. Et donc, par conséquent, quand on choisit de faire un investissement, il faut le faire dans une activité durable et pérenne. Hein, et ça veut dire notamment supportable sur le plan environnemental. Bon. Et quand je parlais tout à l'heure des mécanismes qu'il faudra trouver pour relocaliser, je voudrais en citer un avant de vous quitter, c'est la taxe carbone, parce qu'on a beaucoup parlé de cette taxe carbone, mais lorsqu'on va vouloir relocaliser des infrastructures chez nous, il faudra trouver un mode de financement. Et par ailleurs, euh, comment dirais-je, s'il y a un cadre financier dont on sait qu'il peut donner un avantage compétitif à des productions locales par rapport à des productions lointaines, c'est d'imputer dans le coût des productions lointaines, donc par exemple en Chine, la valorisation économique de l'externalité environnementale. Vous savez que tout ce qui est fait en Chine, c'est fait au charbon, en fait. Made in China égale made in charbon. Le petit PC avec lequel nous parlons, là, c'est à peu près 1 tonne de charbon. C'est entre sa fabrication et son transport. Donc il faut trouver des mécanismes de ce genre qui rendent possible ces différentes transitions, qui sont des transitions environnementales, mais aussi des transitions de relocalisation dont on parle. C'est intéressant de créer un petit think tank et pouvoir réfléchir à ce que nous pouvons faire pour pouvoir avoir moins d'impact sur le long terme et mettre en avance la transition écologique et l'accélérer si possible. C'est indispensable. Merci encore Christophe et merci à tous nos adhérents de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode et nous nous retrouvons très prochainement pour un autre. Merci. Je vous en prie, à bientôt. À bientôt.